à un moment donné, je ne parle plus de moi. Je parle de toutes les personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans. Et c'est aussi peut-être pour enlever un certain complexe des filles africaines. Vous savez, il y a eu des documentaires où on voit des filles africaines qui se mettent des crèmes sur la peau pour se blanchir. Vous avez des filles africaines qui font des régimes pour devenir comme ça, comme les top modèles. Enfin, non, on est cambré, on a des petites joues, ça fait des trous quand on sourit et nos fesses sont rebondies dans nos jeans. Mais c'est sublime. Donc il faut que les gens apprennent à respecter leur nature. Pendant l'esclavage, on avait fait une hiérarchie des races. Mais se mettre à se métamorphoser pour ressembler à une race, à une présence physique qui n'est pas la nôtre, c'est un complexe et c'est une affirmation des thèses coloniales, esclavagistes, tout ça. On n'a pas à faire ça, on a juste à accepter de vivre ce qu'on est. Et c'est pour ça que je commence. J'aime bien parfois mettre la fille africaine comme ça en scène et je la décortique et je regarde ses fesses et ses joues et ses dents et je parle d'elle comme quelque chose qu'on a envie de voir, de toucher. Parce que on est d'abord des objets de la nature. Nous sommes d'abord une partie de la nature. On ne change pas la nature, on la respecte. Et sur le féminisme, vous savez, Wole Soyinka dit le tigre ne crie pas sa tigritude, il saute sur sa proie et la dévore. En tant que femme, je n'ai pas besoin de dire attention, j'arrive, je suis une femme. J'ai juste besoin d'être là, comme je pense, comme je suis, pour qu'on sache que ça c'est une femme et elle ne veut pas qu'on la traite comme un paillasson. C'est pour ça que je dis je suis une féministe modérée. Parce que c'est quand on a peur, qu'on crie, qu'on tape, qu'on cogne. Moi, je suis une femme et je n'ai pas peur d'être une femme. Il me suffit juste d'être une femme pour incarner peut-être le respect que j'ai envie qu'on me donne. Je n'ai pas à le revendiquer, il doit s'imposer. Et quand j'étais toute petite, c'était comme ça parce que les garçons, ils vont faire des choses, les filles restent à côté avec leur poupée. On n'est pas obligé de rester avec la poupée. On peut jouer à la poupée et aussi grimper sur les arbres. Il suffit d'être agile pour ça. Donc, on n'est pas obligé d'avoir les tresses. Quand j'avais envie, je coupais mes cheveux et j'avais le crâne comme ça, comme les garçons. Et au lycée, j'étais dans le groupe de garçons parce que j'avais remarqué que les filles, elles se laissaient faire. Moi, les garçons, elles ne pouvaient pas faire avec moi comme avec les autres filles. Donc, ils me traitaient comme leur égal. Donc, l'égalité, ça ne se revendique pas. Ça se vit, ça s'impose, c'est une attitude. Si une femme a envie que les hommes lui marchent dessus, ne serait-ce que sa façon d'être présente avec ces hommes-là permet de la traiter en sous-être. Mais quand une femme, elle est là et qu'elle incarne le respect qu'elle a pour les autres et pour elle-même, il n'y a aucun homme qui marche dessus. Donc c'est déjà ça. Et si je ne suis pas peut-être je dis toujours par rapport à l'écriture, je ne vais pas faire croire aux Sénégalais que je suis la Sénégalaise modèle 100%. C'est faux. Mais je ne vais pas non plus faire croire aux Français que je suis le produit de leur colonisation réussie. C'est faux. Je suis un peu cette africaine et cette française mélangée et c'est ça qui donne le ton de mes textes ou le contenu de mes textes. C'est parce que je suis cette Sénégalaise qui, avec l'éducation occidentale, j'ai pu ouvrir le regard et me dire tiens, ça chez moi dans ma culture, c'est pas acceptable. La culture occidentale m'a donné la possibilité de cette liberté-là, de remarquer cette chose qui n'est pas acceptable dans ma propre culture. Mais grâce à ma propre culture aussi, j'ai vu de la société occidentale des choses que je n'accepterai jamais. Et on apprend aussi que quand on dit sexe, on ne dit pas forcément sexe. Ça signifie autre chose. Et je ne le dis pas pour une vulgarité. Je le dis pour dire qu'il y a une façon d'être franche avec les choses, pour les vivre naturellement, pas dans l'hypocrisie. En Afrique, il y a des enfants partout. Et on ne sait pas comment on les fait puisqu'on ne parle pas de sexe. Donc je trouve ça bête. Et à un moment donné, il faut accepter que ça fait aussi partie de la vie. Si le sexe n'était pas aussi tabou, les filles qui ont des accidents en étant jeunes, qui ont des bébés,
peut-être qu'elles ne feraient pas ces erreurs-là parce qu'on les formerait, on leur expliquerait avant. Donc leur faute, c'est une faute sociale. Une société qui n'éduque pas sur le sexe rend des gens victimes du sexe. C'est pour ça que parfois, moi, la fille illégitime et la fille musulmane, parfois, j'ose dire exprès, sexe. Alors et après. Je suis une musulmane de gauche. Je suis une musulmane qui se promène en mini-jupe et talons aiguilles et puis j'aime bien être en bikini à la plage. Ça ne doit pas déplaire à celui qui m'a créée comme ça. Donc, je suis une musulmane certainement par culture, par respect pour mon histoire. C'est un lien avec ma grand-mère, mon grand-père, la tradition. C'est le ramadan, j'ai fait 20 jours. Les 10 autres jours, j'avais envie de manger, j'ai mangé. Je trouve que j'ai eu faim dans ma vie pendant très très longtemps et que ça fait beaucoup de dizaines de ramadans. Et que Mohamed, il peut pardonner ça. Donc, je crois à quelque chose de supérieur, une autre puissance, parce que je crois que l'être humain, c'est un résultat de quelque chose et qu'on n'est pas à la base de tout. Mais le Dieu auquel je crois, c'est le même pour tout le monde. C'est quelque chose dans le cœur de bon, une philosophie de la vie, une culture Je cultive plutôt ma relation avec les hommes. Ce que Dieu pense de moi, c'est son affaire. Et quand on me demande pour la religion, je dis jamais je suis musulmane ou je ne suis pas musulmane. En fait, je m'en fous. C'est comme la couleur, enfin, je sais pas, c'est comme la couleur de mes dessous. Ça ne regarde personne. Toujours, on regarde les mosquées, les églises, tout ça, comme des lieux de culte. Il faut aussi penser que ce sont des lieux cultuels et culturels. Et ça traduit quelque chose de la civilisation humaine, c'est-à-dire toujours un rêve de domination et de puissance. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre des libertés avec la religion. Moi, je veux une religion douce qui me permet de me mettre en harmonie avec moi, avec les autres, avec la nature, qui me permet de vivre en paix. Pas une religion qui permet qu'on m'impose un tchador ou n'importe quoi. Voilà, moi le tchador, j'en fais un string. Oui, après la colonisation politique, il y a la colonisation mentale. Vous savez, à Dakar, ils regardent Star Academy et le Loft. Et Big Brother. Donc si on pouvait amener la culture et la littérature et les bons hôpitaux en Afrique avec la même facilité qu'on a de leur déverser Star Academy et Big Brother, ce serait très bien pour l'Afrique. Et nos chaînes de télévision sont assez idiotes pour acheter ça, quand ils pourraient acheter quelques lits d'hôpitaux et des livres pour des bibliothèques. Ils vont préférer aller acheter Big Brother et Star Academy et puis les séries brésiliennes. Ah bon? Donc c'est révoltant, c'est la poubelle culturelle aussi. On amène les voitures pourries, on les vend en Afrique. Quand il y avait les aliments contaminés pour le bétail, on n'ose plus vendre ça en Europe, on amène ça en Afrique. Donc maintenant, tout ce que la culture occidentale vomit, on amène ça aussi en Afrique. Ça aussi, c'est le sous-développement mental. Et ça, c'est le plus grave. Donc c'est aussi aux Occidentaux, à un moment donné, d'une manière éthique, de repenser leur rapport à l'Afrique. Ce décalage entre l'immigré et la famille se joue là. C'est qu'ils pensent comme l'immigré est censé vivre mieux, il est forcément bien dans sa peau. Eh bien, il y a une autre tragédie qui est épargnée aux pauvres. C'est le jour où on a gagné tout l'argent nécessaire pour mener la belle vie. Mais il vous manque tellement d'amour ou tellement de famille pour être bien dans votre peau et jouir de votre bonheur. Et ça, les pauvres, ils ne pensent pas ça. Ils pensent juste à ce qui leur manque. C'est peut-être une chance d'ailleurs. C'est bien de pleurer en sachant, je pleure parce que je n'ai pas de quoi payer mon loyer. C'est une crise beaucoup plus facile à résoudre. Voilà. Mais quand on pleure parce que le monde va mal, quand on pleure parce que d'une manière complètement philosophique, c'est difficile de vivre. Quand on pleure parce que le compte bancaire, il ne suffit pas pour sucrer une vie, là, on se rend compte que le véritable problème de l'être humain, il y a le matériel certainement, mais le plus grave, ce n'est pas ça.
Je pense que je suis toujours dans ce rapport social avec chez moi où je veux aider beaucoup de gens. Maintenant, il ne faut pas me prendre pour Mère Teresa parce que j'ai une association, j'essaie de faire plein de choses dans mon village. Oui. Mais la devise de mon association, c'est aidons-les à ne plus avoir besoin de nous. Je n'ai pas envie d'aider quelqu'un toute sa vie. J'ai envie d'aider quelqu'un à prendre son envol, à être libre et digne en comptant après sur lui-même. Même pour mes frères et sœurs, c'est ça. Je mets un projet, tu t'occupes de ton projet, tu réussis pas, c'est ton problème. Je t'ai donné l'occasion. Donc moi, ça c'est mon job pour eux. Et pour la communauté du Sénégal ou des gens que je peux aider, c'est ma démarche. Si quelqu'un compte sur moi pour vivre 30 ans, il va finir par manger des pierres. Parce que je ne comprendrai pas qu'il compte seulement sur mon effort pour assumer son existence. Parce que moi, je n'ai pas eu sur qui compter pour assumer. Donc, je pense que la façon de respecter quelqu'un, ce n'est pas toujours l'assistance. C'est l'aider à pouvoir être autonome, totalement libre. Je ne veux pas quelqu'un qui va passer sa vie à me dire merci. Je veux quelqu'un qui puisse me dire peut-être merci une fois parce que j'ai bien aidé et la personne est totalement libre après pour voir le résultat de ses efforts et dignement. Pour moi, naître, c'est devenir autre chose que l'héritage atavique. Voilà. Pour moi, naître, c'est devenir le résultat de quelque chose, d'un effort, d'un chemin, d'une démarche. Et ça, on le devient par la force de son bras. Mais c'est une découverte de soi. Parce qu'en fait, quand on n'est pas confronté à des difficultés, il y a plein de choses qui sont en nous qu'on n'a même pas l'occasion d'expérimenter. Je pense que les gens qui ont toujours vécu très 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 bien, quand ils meurent, il y a une partie d'eux-mêmes qu'ils ne connaissent jamais ou qu'ils ne connaîtront jamais. Parce qu'il faut être poussé parfois jusqu'au bout pour voir qu'il y avait en nous cette possibilité-là ou cette force-là. Je ne souhaite à personne des difficultés. Je sais simplement que c'est une occasion de découvrir une autre personne que nous avons en nous et qui n'a pas l'occasion de s'exprimer quand tout va bien.